On va commencer euh, ce webinaire intitulé Devenez propriétaire en 2025 sans riba. Alors, comme à mon habitude et pour ceux qui ont l'habitude d'assister à mes webinaires, on va commencer par la basmala pour, euh, pour la baraka, la bénédiction dans ce webinaire. Et donc on commence. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et donc, on commence ce webinaire avec le thème, comme on a dit, donc devenez propriétaire en 2025 sans riba. Alors, on va déjà commencer par une petite présentation, comme à notre habitude. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous, nous, 570 ici? Eh bien, on est une entreprise spécialisée dans les conseils financiers. La petite particularité, c'est que ce sont des conseils financiers conformes à l'éthique musulmane, conformes au droit du commerce musulman. On était la première entreprise qui a été créée dans ce but en 2010. Donc, comme on dit, on aime à le dire, hein, on est donc pionnier et leader de la finance islamique en France. À l'époque, pourquoi est-ce qu'on avait créé cette entreprise et autour de quel produit on a créé cette entreprise? Eh bien, autour du produit de Murabaha. Donc, on va largement évoquer aujourd'hui dans ce webinaire, Inch'Allah. C'est quoi la murabaha? On y reviendra très largement, mais c'est finalement un système de financement pour pouvoir accéder à la propriété sans un recours à l'usure. Donc à l'époque, on a fait partie des groupes de travail qui avaient été initiés par Christine Lagarde en 2008 et 2009 pour donner un cadre juridique français à la murabaha. Et on est ce qu'on appelle l'instruction fiscale qui a encadré nos activités. Et on a fait la première opération en 2010. En 2010, on a donc fait la première opération murabaha pour l'accession à la propriété. Alors pourquoi est-ce qu'on a commencé par ce produit? Pourquoi est-ce qu'on a commencé par ce système de financement murabaha? Eh bien, parce que c'était finalement, pour nous, au tout départ, l'idée, c'était d'offrir une alternative à la communauté musulmane pour pouvoir accéder à la propriété sans avoir recours à l'usure. Et donc, on reviendra très largement sur ce produit, on va le décortiquer au fur et à mesure de ce webinaire. Par la suite, une fois que la Murabaha fonctionnait bien, on a développé des solutions d'épargne, des solutions de placement. Pour quelle raison? Dans le même objectif, la même optique, l'idée étant d'offrir une alternative à la communauté musulmane, mais cette fois-ci, donc, pour faire fructifier l'épargne de tout à chacun dans des produits de placement qui allait être éthique, conforme au droit du commerce musulman. C'est-à-dire que les gains générés ne sont pas générés via l'usure, ne sont pas générés via des instruments de dette. Parce que comme vous savez, certainement, les produits de placement, d'épargne qui sont proposés par les banques et les assureurs, ce sont des produits qui bien souvent sont liés donc à l'usure. C'est que les gains générés sont générés via l'usure. Donc, on a développé des solutions de placement dans des valeurs immobilières, dans des valeurs mobilières. On a développé des solutions de placement avec des cadres fiscaux avantageux, même parfois, comme le plan d'épargne retraite individuel, par exemple, ou même le GFI, dernier produit en date que l'on a développé l'année dernière, complément forestier d'investissement. Et on fait partie, on est rentré maintenant désormais dans le top 100 des fintech, hein, fin donc pour finance et tech pour technologie, donc de ce qu'on appelle les fintech. Donc c'est les entreprises qui allient la finance et la technologie. Et donc on est rentré dans le top 100 et bon, on est à la 81e place, mais on est, alhamdoulilah, rentré dans ce top 100 et on est la première entreprise spécialisée dans les conseils financiers conformes au droit du commerce musulman dans ce top 100. Donc c'est ici, une fierté également pour nous, alhamdulillah, et Rabbil Alamin. Alors, donc, chez 576, maintenant, on a une quarantaine de collaborateurs. Et donc, moi, je suis Maxime. Donc, euh, donc ici, a priori, une personne qui n'entend pas. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Sinon, a priori, une personne qui m'entend pas. Je pense que le son, a priori, fonctionne. Ouais, a priori ça fonctionne, ouais. Donc d'autres qui m'entendent, donc a priori le son fonctionne, ouais. Euh, donc comme je disais, donc moi je suis Maxime. Alors j'ai pas pour habitude de forcément de m'étaler sur mon cursus, mais là je vais le faire parce que ça a son importance. On va dire que bon sur mon cursus, j'ai on va dire un double cursus, on va dire une double casquette. D'un côté, j'ai travaillé dans l'immobilier pendant une bonne dizaine d'années. Donc, je connais très bien le monde de l'immobilier. Et de l'autre, j'ai fait donc des études de droit musulman. Donc, j'ai fait une fac de charia, de droit musulman. Donc, j'ai fait la fac de charia de l'université de Médine. Donc, on va dire que j'ai un peu cette double casquette. Pas que, bon, voilà, c'est pas pour, je dis pas ça
pour me vanter ou autre, mais c'est juste pour, voilà, peut-être donner un peu de légitimité à ce webinaire. Alors, on va commencer sans plus tarder en rappelant donc un peu de principes, quelques principes du droit du commerce musulman. Parce que quand on parle de finance islamique, il faut savoir une chose, c'est que la finance islamique, finalement, c'est une partie du droit du commerce musulman. En réalité, dans le droit, on a quatre grands pôles. On a ce qu'on appelle, on a ce qu'on appelle Kitab al-Ibadat, donc le droit des adorations. Ensuite, on va voir Kitab al-Bay', donc le droit du commerce musulman. Ensuite, Kitab al-Nikah, c'est le droit des affaires familiales, donc tout ce qui concerne le mariage, le divorce, l'héritage, etc. Et ensuite, Kitab al-Jinayat, donc le droit pénal. Donc là, ici, on se situe dans le droit du commerce musulman, Kitab al-Bay'. Et dans le droit du commerce musulman, on a une petite partie, on a une section qui s'appelle finance islamique. La finance islamique, donc le but de la finance islamique, c'est de trouver des solutions pour financer des projets. Ça peut être l'achat d'un véhicule, ça peut être l'achat d'un bien immobilier, ça peut être le financement d'une grande infrastructure, comme des ponts, des autoroutes, des centrales nucléaires, etc. Et donc finalement, le but, c'est d'essayer de trouver des solutions qui sont conformes au droit du commerce musulman. Le droit du commerce musulman, il a des principes. Le droit du commerce musulman, c'est quoi? En fait, pour résumer, c'est le fait de faire du commerce, mais dans le cadre éthique, dans le cadre de l'islam. Et donc, on va poser des jalons. On va poser des jalons que la finance ou que le droit du commerce conventionnel n'ont pas forcément. Parmi les jalons, donc l'interdiction de pratiquer un riba. On y reviendra très largement. Donc là, je vais juste énumérer ces quelques points. Je vais donner quelques exemples, mais riba, on va y revenir très largement. Ensuite, l'interdiction donc de ce qu'on appelle le gharar. Le gharar, donc c'est l'incertitude préjudiciable. Quand on dit l'incertitude préjudiciable, parce que souvent dans les opérations commerciales, il peut y avoir des incertitudes. Ça fait partie en fait de l'opération commerciale en soi. Il y a une part d'incertitude. C'est possible qu'il y ait une part d'incertitude, mais là on va plutôt parler de part d'incertitude préjudiciable. Comme par exemple dans un contrat, je vais dire par exemple à un employé, je vais dire voilà, viens travailler pour moi. Et ton salaire, bah, on verra ce que je vais te donner. Non, ça, c'est pas possible. Il faut que le salaire soit déterminé en amont. Il faut que le nombre d'heures soit déterminé en amont. Ça, c'est pas possible. On peut pas faire ça. Aussi, l'obligation de la jahala, donc ici, on va dire que c'est une sorte d'inconnu également. Une sorte quelque chose qu'on ignore dans le contrat. D'accord? Comme par exemple, aussi une forme de jahala, par exemple, je vais dire, voilà, je vends ma voiture Peugeot 10 000 euros. Voilà. OK. Elle a combien de kilomètres? C'est quel modèle? Quelle couleur elle a? Dans quel état elle est, etc. Donc ça, c'est pas suffisant. Soit il faut que je puisse la voir en tant qu'acquéreur, ou il faut qu'il y ait une description complète. Également l'interdiction des activités illicites. Donc on ne peut pas vendre d'alcool, on ne peut pas vendre de viande de porc, etc. Bon, ça c'est, je pense que tout à chacun le sait. L'interdiction de tout préjudice, fraude et escroquerie. Donc ça, c'est commun au droit conventionnel. Et enfin, donc là, ici, on a également le partage équitable des pertes et profits. Alors, le partage équitable des pertes et profits, ça, c'est important. Le partage équitable des pertes et profits, donc là, ici, comme ils disent, hein, là, c'est une règle juridique, el roun et le roum. Donc, el roun, c'est-à-dire el manaf, et en fait, c'est ce que je vais gagner, bil roum. Donc là, on parle de rourm, c'est le khassar, en fait, ce que je vais perdre. Donc en fait, en gros, c'est vraiment le partage des pertes et profits. C'est-à-dire que j'ai un ami qui monte une entreprise. Je lui dis, voilà, moi, j'investis 5 000 euros dans ton entreprise. Si ça fonctionne, ben, je vais avoir des dividendes. Mais si ça fonctionne pas, ben, moi, je perds pas. Il faut me rendre les 5 000 euros. Ça, c'est pas possible. Si ça fonctionne, bah, ça fonctionne, je gagne avec lui. Si ça fonctionne pas et s'il y a des pertes, bah, je perds avec lui. D'accord? Ça, c'est également une notion importante. OK. Maintenant, on va parler un peu plus longuement de riba. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en définitive, bah, le système de financement pour pouvoir accéder à la propriété, le plus couramment utilisé en France, c'est le système de prêt avec intérêt. Donc là, ici, le crédit immobilier,
il pose une difficulté d'un point de vue au regard du droit du commerce musulman, puisqu'on va enfreindre plusieurs règles du droit du commerce musulman. Déjà, commençons par on va essayer de définir qu'est-ce que riba. Au niveau de la langue, donc déjà c'est un mot arabe, hein, comme vous le savez certainement. Et au niveau de la langue, donc, ça veut dire ziyada, l'augmentation, le fait de faire augmenter quelque chose. Le fait de faire augmenter quelque chose. C'est donc l'augmentation ici. Alors, j'ai essayé de mettre une définition, on va dire, là cette fois-ci, shar'i, donc une définition au regard du droit musulman. Certains disent que c'est l'augmentation d'un bien ou le délai de réception d'un bien dans des cas particuliers. Dans des cas particuliers, c'est important. Ou bien encore, on pourrait dire que c'est l'augmentation sur un bien en particulier. Et donc là, ici, avant toute chose, il faut que sachiez quelque chose, et ça c'est très important. C'est pas tous les biens qui sont concernés par riba. On dit donc هذا المال يجري فيه riba. Donc c'est un bien qui est concerné par riba et par l'interdiction de riba. Par exemple, je vais vous donner un exemple. euh, le fait de vendre une voiture contre deux ou trois voitures, ça c'est pas interdit. J'ai le droit de vendre une voiture contre deux voitures. Ça c'est possible. J'ai le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que les voitures ne sont pas concernées par riba. OK. En revanche, il va y avoir des biens qui sont concernés. Il va y avoir des biens qui sont concernés par riba. Quels sont ces biens? Donc, par exemple, on a l'or, on a l'argent, on vous a remis un peu d'exemples, l'orge, le blé, les dattes, etc. Question, est-ce que les monnaies contemporaines, donc l'euro, le dollar, etc., est concerné par riba? Donc la réponse est oui, on va dire hein, la très 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 grande majorité des fois des juristes. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que même il n'y a plus de sujet, de divergence de point de vue sur la question. Ils sont d'accord pour dire que les monnaies contemporaines sont concernées par riba. OK. Alors, je ne veux pas transformer ce webinaire en cours de droit musulman, mais voilà, il y a des notions quand même à comprendre pour que l'on puisse évoquer la murabaha par la suite. Le riba, c'est quoi? C'est au niveau du regard de l'hukm, du jugement que l'islam apporte à cette forme d'opération commerciale qui est interdite. Eh bien, c'est que c'est interdit et c'est un péché même majeur, hein. C'est un péché majeur. Donc, on parle ça fait partie de ce qu'on appelle sab' al-mubiqat, donc les sept péchés destructeurs. D'accord? Donc, c'est une première chose. Euh, Donc, bien sûr, c'est interdit par l'ijma', donc le consensus des érudits, par le Coran. وأحل الله البيع وحرم الربا وحرم الربا. Donc là, ici, on voit bien que c'est une interdiction claire. Euh, Ensuite, dans la Sunna, donc par exemple, donc dans le hadith des Sab' al-Mubiqat, donc les sept péchés destructeurs. Et on a le hadith donc, du prophète alayhi salam qui nous dit La'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akil al-riba wa mukilah wa katibah wa shahiday وقال هم سواء. Et donc il a dit alayhi salam il a maudit que le prophète alayhi salam a maudit celui qui va donc celui qui va recevoir les intérêts, celui qui va les donner, celui qui va écrire la dette avec intérêt, et enfin les deux témoins de cette dette. Et il dit à la fin alayhi salam hum sawa, il dit ils sont égaux dans le péché. C'est l'équivalent en fait, pas de différence. Donc ça c'est quelque chose que en général que beaucoup connaissent aujourd'hui. Alhamdulillah, bon, l'idée que riba est interdit, bon, je pense que maintenant est très répandue dans la communauté musulmane et on est de plus en plus renseigné sur cet interdit. Et alhamdulillah rabbil alamin. Maintenant, on l'a dit, il y a certaines choses qui sont concernées par riba, d'autres qui ne sont pas concernées. Donc là, on l'a dit, par exemple, les monnaies contemporaines sont concernées. Donc lorsque je vais voir une banque pour demander 200 000 euros et que eux me demandent de rendre par exemple 250 000 euros sur 5 ans, eh bien là, ici, bien sûr, on va commettre plusieurs interdits. Plusieurs interdits parce qu'en réalité, il y a plusieurs formes de riba. En réalité, il n'y a pas qu'une seule ou une ou deux formes de riba, non, il y a plusieurs formes de riba. Parmi les formes de riba que l'on a, on va avoir trois formes ici sur lesquelles on va s'arrêter. On va voir ce qu'on appelle riba fadl, ce qu'on appelle riba nasi'a.
ce qu'on appelle riba douyoun. Certains l'appellent riba ajal. D'autres l'appellent aussi riba al-jahiliya, parce que c'est une forme de riba qui a été beaucoup pratiquée pendant la période islamique. Et d'autres l'appellent encore riba al-Qur'an, parce qu'ils disent que c'est cette forme de riba qui a été interdite dans le Qur'an. Et d'autres encore disent qu'en réalité, c'est une forme de riba nasiya. Là où je veux en venir, c'est que en réalité, on a différentes formes d'usure. D'accord? Euh, Riba fadl, c'est quoi? Riba fadl, c'est le fait d'emprunter une somme et de rendre plus. Par exemple, j'emprunte 100 000 euros et je dois rendre 120 000 euros. Donc là, on a affaire à ce qu'on appelle riba fadl. Riba nasi'a, c'est le fait de rendre cette somme sur une durée. Sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, sur un an, sur 6 mois, peu importe la durée. Donc là, c'est riba nasi'a. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si, admettons, moi j'emprunte 100 000 euros et je rends tout de suite 120 000 euros, c'est-à-dire tout de suite, bah là, j'aurais enfreint que la forme de riba qu'on appelle une forme de riba qu'on appelle riba fadl. Par contre, si j'ajoute un délai, donc là je rentre sur 5 ans, sur 10 ans, parce qu'en règle générale, il n'y a personne qui emprunte 100 000 et qui rentre 120 000 tout de suite. Donc si je rajoute le délai, donc là on a affaire à ce qu'on appelle riba nasi'a. Donc là je vais enfreindre une deuxième forme, une deuxième règle, une deuxième forme de riba qu'on appelle riba nasi'a. Ensuite, riba douyoun, certains disent aussi que c'est une forme de riba nasi'a. C'est quoi? C'est le fait d'emprunter une somme d'argent et que lorsque je vais devoir rendre cette somme d'argent, eh ben, je n'y arrive pas. Et là, on va me donner un délai supplémentaire, mais en échange, je vais devoir rajouter de l'argent. Admettons que je dois rembourser, je sais pas moi, 500 euros par mois, et qu'il y a un mois où j'arrive pas à rembourser. On me dit, OK, pas de problème, on va vous laisser un délai de plus, on va vous rajouter un mois de plus, mais maintenant, vous devez rajouter 10 euros, donc vous me devez maintenant 510 par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle riba al-jahiliya aussi, parce que c'est de la forme de riba qui a été beaucoup pratiquée pendant un période pré-islamique. Et certains l'appellent riba al-Qur'an, parce que c'est la forme de riba dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, Surat la vache, le deuxième, qui a été, donc c'est dans cette sourate euh, le- le- qui est évoquée, donc la forme de riba qui est évoquée, c'est la forme de riba al-Jahili. Euh, Pourquoi est-ce que j'évoque ces trois? Alors, il y a d'autres formes de riba, hein, euh, mais pourquoi est-ce que j'évoque ces trois-là en particulier? Parce que ici, on va avoir ce cocktail de riba, en fait, de forme d'usure, dans un prêt conventionnel. C'est-à-dire, lorsqu'une personne contracte un prêt conventionnel, il va enfreindre ces trois règles-là. Il va en tomber dans ces trois formes de riba. Riba fadl parce qu'il doit rendre plus que ce qu'il a emprunté. Riba nasi'a parce que ça va être sur une durée. Et riba douyoun parce que s'il y a une mensualité qu'il n'arrive pas à rembourser, eh bien, elle va être reportée, mais il va devoir rembourser plus. Donc, en réalité, on enfreint trois règles et on tombe dans trois formes d'usure. Qui plus est, on va avoir une quatrième forme d'interdit qui est l'assurance emprunteur. Parce que la banque va obliger l'emprunteur à prendre ce qu'on appelle l'assurance emprunteur, l'assurance d'essai invalidité. Donc là, on a une quatrième forme d'interdit. En réalité, la mutualisation des risques, l'islam ne le refuse pas, mais c'est la manière dont c'est pratiqué en France aujourd'hui qui est pas éthique, qui n'est pas conforme au droit du commerce musulman. Donc ce petit cocktail voilà, d'interdits qu'on va avoir dans un prêt conventionnel, c'est ça qui nous a poussé, comme je disais dans l'introduction, à développer une, euh, une alternative en France, donc qui est l'alternative qui va nous permettre ici d'accéder à la propriété. On y reviendra. Avant ça, on va juste rappeler rapidement l'impact de l'usure sur la société. Bon, l'impact, il est énorme, hein. On le connaît tous. Euh, on va, on va avoir un impact sur les personnes, on va avoir un impact sur les États, on va avoir un impact, c'est des impacts mondiaux, en fait. Le nombre de crises monétaires qu'a subi le monde. L'une des dernières plus grosses crises monétaires, c'est la crise des subprimes en 2008, en 2007-2008. Donc là, ici, l'une des plus grosses crises monétaires où, où ici, donc, c'est clairement dû en fait à l'usure. C'est clairement dû à l'usure et au fait aussi de revendre l'usure, parce qu'ils ont aussi parfois des systèmes où ils vont pouvoir revendre l'usure, revendre de la dette. Donc là, on a même enfin, même les économistes, je dirais, qui sont pas forcément de confession musulmane, sont d'accord avec ça. C'est-à-dire que
Certainement, c'est Maurice Allais, qui était prix Nobel de l'économie, parlait de cancer. Euh, euh, il parlait de cancer et il disait que on avait affaire, parce que les banques, lorsqu'elles vont financer donc les personnes qui souhaitent acheter un bien, par exemple, avec un crédit immobilier, d'où vient l'argent? D'où vient l'argent? L'argent, il vient, en général, il provient ils ont deux sources. Soit ça va être le compte des dépôts, donc l'argent qu'a déposé les clients de la banque, d'accord? Ou alors c'est ce qu'on appelle l'argent de dette, c'est-à-dire qu'ils vont créer des lignes de compte, l'argent qui n'existait pas avant. Parce que, mis à part l'État et les banques centrales, ceux qui peuvent créer de l'argent, c'est les banques. Elles ont le droit de créer de l'argent. Donc avec des conditions, des carcans, mais elles peuvent créer de l'argent. Ce qu'on appelle l'argent de dette, c'est-à-dire que c'est des lignes de compte, de l'argent qui n'existait pas avant. Et Maurice Allais disait donc que c'était un peu comme c'est des faux monnayeurs en fait. C'est des faux monnayeurs, mais qui sont on va dire légales. Voilà. Donc, ici, il parlait ici de cancer, hein. Et donc, on le sait tous que, bien sûr, les impacts sont énormes. Mais si nous, en tant que musulmans, on n'avait qu'une seule, finalement, raison pour ne pas pratiquer l'usure, eh bien, ce serait bien sûr l'interdiction que l'on a dans le Coran et dans la Sunna et l'ijma', comme on l'a dit, donc le consensus des fuqaha, des juristes. Alors, le financement donc, que l'on a développé, c'est le financement, comme vous savez certainement, le financement murabaha. La murabaha, dans les bouquins de fiqh, dans les bouquins de droit, il parle de murabaha lil amiri bishira. Donc ici, euh, la murabaha pour le donneur d'ordre. La murabaha, c'est un vieux système de financement. L'imam Shafi'i en parlait dans son livre C'est très très vieux. Et c'est certainement le système de financement le plus utile aujourd'hui au Moyen-Orient et dans les pays asiatiques à majorité musulmane pour financer des biens immobiliers, mais pas que, pour financer aussi des véhicules. Et donc c'est certainement le système de financement le plus utilisé aujourd'hui euh, dans, euh, euh, dans le monde musulman. Alors, ici, la murabaha, euh, en quoi ça consiste déjà? On va rappeler rapidement le principe de la murabaha. C'est quoi la murabaha? La murabaha, lil-amiri bishira, donc au donneur d'ordre, c'est le fait, là, on va avoir trois parties. C'est un contrat tripartite. On va avoir, il va y avoir des contrats donc entre trois parties. On va avoir l'acquéreur du bien, ce qu'on appelle le donneur d'ordre, etc., l'acquéreur final du bien. On va avoir le vendeur du bien. Et au milieu de tout ça, on va avoir le commerçant, le marchand, le financeur, appelez-le comme vous voulez. C'est celui qui va intervenir dans le financement de l'acquisition. En règle générale, c'est souvent, ce sont des banques, mais ça pourrait très bien être un particulier. C'est pas une obligation que ce soit une banque, ça peut très bien être un particulier. Donc là, ici, on a trois acteurs. Comment ça fonctionne? Ben, l'acquéreur final, donc le donneur d'ordre, lui, il va chercher le bien qui correspond à ses attentes. Il trouve un bien, Monsieur Dupont, qui vend son bien 200 000 euros. Il négocie directement avec Monsieur Dupont et ils se mettent d'accord, par exemple, sur un prix, admettons, 200 000 euros. Donc là, ici, une fois qu'ils se sont mis d'accord, ce qui va se passer, c'est que euh, celui qui va avoir le rôle de marchand, de commerçant, de financeur, il va se mettre d'accord avec Monsieur Dupont, avec l'acquéreur, pardon. Il va se mettre d'accord avec l'acquéreur, il va dire, l'acquéreur va dire, donc le donneur d'ordre va dire au financeur, voilà, moi, la maison de Monsieur Dupont, elle m'intéresse, elle vaut 200 000 euros, mais je ne les ai pas. Donc là, ici, le financeur va dire, pas de problème, moi, je vais l'acheter, je vais être réellement propriétaire du bien, je vais l'acheter, et ensuite, euh, je vais te la revendre, mais un peu plus cher. Donc, d'où le mot murabaha, ça vient du mot ribh en arabe qui veut dire bénéfice. Donc, il va appliquer un bénéfice, une marge commerciale. Donc, il va devenir propriétaire du bien. Dans mon exemple, il va l'acheter 200 000 euros. Il va appliquer une marge commerciale, admettons, je sais pas moi, 50 000 euros. Et ensuite, il va le revendre au client final. Et il va dire, voilà, je vous offre une facilité de paiement sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Vous allez pouvoir donc nous rembourser sur plusieurs années. Et donc, vous allez pouvoir lisser, échelonner le remboursement du montant du bien. Donc là, ici, le client final devient propriétaire à son tour. On va signer un deuxième acte authentique chez le notaire. Donc, c'est un document qu'on signe chez le notaire lorsqu'on devient propriétaire d'un bien. Donc, on a signé un premier acte authentique et que le financeur est devenu propriétaire. Ensuite, un deuxième acte authentique. Le client final, l'acquéreur final devient propriétaire à son tour, mais endetté d'une somme. Par exemple, 250 000 euros dans mon exemple.
Et donc, il va avoir 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans pour pouvoir rembourser donc, ce bien. Et donc, on va venir lister, échelonner le remboursement du montant du bien. Donc, c'est un financement que maintenant que l'on propose depuis 15 ans. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ça fonctionne très très bien. Et, euh, et donc, on a affaire à un système de financement euh, de, euh, qui va nous permettre d'accéder à la propriété. Alors, maintenant, la question, alors je vois que vous posez des questions, c'est bien. Euh, euh, Si vous posez des questions, je vais essayer d'y répondre soit au cours du webinaire soit à la fin. Euh, Ici, je vois quels sont les risques de perte. Quels sont les risques de perte? Bah, les risques, ici, sont beaucoup plus importants. En fait, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même système de financement. Pour pouvoir comprendre la murabaha et les risques de la murabaha, revenons-en donc au système de financement conventionnel. Pour pouvoir avoir un point de comparaison. Dans un système de financement conventionnel, on l'a dit, la banque donc, va prêter de l'argent. Monsieur Dupont pousse la porte de la caisse d'épargne. Bonjour, caisse d'épargne, je veux 200 000 euros. Caisse d'épargne prête 200 000 euros. Premier élément, cet argent, on l'a dit, il est possible que ce soit de l'argent d'aide, c'est-à-dire de l'argent qui n'existait pas avant, c'est des lignes de compte. Donc, ils vont créer de l'argent. Ensuite, ou alors ça vient des comptes de dépôt, on a dit des clés. Ensuite, ils vont marger sur cet argent, le revendre donc à monsieur Dupont et l'obliger à prendre une assurance emprunteur, une assurance d'essai invalidité. Donc, on l'a dit, quatre formes d'interdit. Donc, riba fadl, riba nasi'a, riba douyoun, certains l'appellent riba al-jahiliya, comme on disait, donc, parce que c'est une forme de riba qui était beaucoup pratiquée pendant la période pré-islamique. Et enfin, on va avoir donc l'assurance emprunteur, l'assurance d'essai invalidité, puisqu'ils vont obliger Monsieur Dupont à prendre une assurance emprunteur, une assurance d'essai invalidité. Maintenant, venons-en à la murabaha. Alors, pour ce qui est de la murabaha, on va dire, trois niveaux de risque ou de contrainte. Premier élément, l'argent qui va financer l'acquisition, c'est de l'argent propre, c'est de l'argent disponible. Ce ne sera pas des lignes de compte, ce ne sera pas de l'argent dette. D'accord? Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, celui qui va avoir le rôle de financeur, dans notre exemple, le marchand, le commerçant, il va acheter le bien, il va être réellement propriétaire. Alors certes, la période est courte, ça va pas durer des années, mais il va être propriétaire pendant des semaines, peut-être un mois, peut-être 2 mois. Donc après, on va dire pour des raisons administratives, ce sera plus ou moins long. Et là, si vous voulez, ici, il y a un vrai risque, un réel risque. Il est où le risque? Bah, ils sont propriétaires. Donc s'il y a, je sais pas moi, un dégât des eaux, un incendie, une effraction, bah, c'est eux qui sont responsables. Si le client final refuse d'acheter, il peut encore refuser d'acheter, puisque là, on a affaire à une murabaha qui est ghair mulzam, c'est-à-dire qu'on ne va pas obliger le client final à acheter. Donc, le client final peut encore refuser d'acheter. Le client final peut décéder. Il peut se passer beaucoup de choses. La période est courte, mais il peut se passer beaucoup de choses. Donc là, il y a un vrai risque. Et enfin, troisième et dernier élément, et c'est certainement le risque le plus important, chez nous, il n'y a pas d'assurance emprunteur, pas d'assurance d'essai invalidité. Pour quelle raison? Eh bien parce que, comme on l'a dit, ce n'est pas conforme au droit du commerce musulman. Encore une fois, la mutuation des risques, l'islam ne le refuse pas, mais tel que c'est pratiqué aujourd'hui en France, ce n'est pas halal pour plusieurs raisons. Ok, donc là ici, il est évident que c'est beaucoup plus risqué. C'est d'ailleurs pour ça que la murabaha aussi est plus chère. Donc ça me permet de répondre aussi à une autre question souvent qui revient souvent. Pourquoi est-ce que la murabaha est plus chère? Parce que ça n'a rien à voir. On a affaire à deux systèmes de financement qui sont complètement différents. La murabaha est beaucoup plus risquée, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça. On a un système de financement qui est beaucoup plus risqué. Ok. Un marchand, un commerçant, un financeur, lorsqu'il va euh, débloquer une somme d'argent pour investir, il va évaluer le risque. Et en fonction du risque, eh ben, il va demander plus ou moins de gains. C'est ce qu'on appelle le couple risque-rendement. C'est-à-dire, plus mon placement en tant qu'investisseur va être risqué, plus le rendement, le gain que je vais demander va être important. Inversement, moins le placement sera risqué et moins le rendement sera important. C'est d'ailleurs pour ça que dans les prêts classiques conventionnels, en général, ils marchent très peu. Les taux d'intérêt sont faibles. Ils marchent très peu. En général, d'ailleurs, ça les intéresse même pas tellement en réalité, les banques. C'est souvent ce qu'on dit, c'est que c'est des produits d'appel. Eux, ce qui les intéresse, c'est autre chose. Ce qui les intéresse derrière, c'est ce qu'on appelle les flux, c'est-à-dire que ça va être les rentrées d'argent, donc des salaires, etc. Parce qu'en général, ils vont demander de migrer les comptes dans leur banque. Euh, et ce qui les intéresse aussi, c'est tout ce qu'ils vont vendre comme produit derrière. Donc les assurances vie, les assurances emprunteurs, les livrets A, les livrets bleus, etc. Les LDD, les CEL, les PEL, tous les produits qu'ils vont pouvoir vendre derrière.
Ok. Ensuite, euh, quelles sont les grandes étapes de l'opération Murabaha? Bon, on l'a dit, hein, mais on va peut-être développer un peu plus ce process. On détermine le budget, on remet un accord de financement de principe. Le client cherche le bien qui correspond à ses attentes. Une fois qu'il a trouvé, à ce moment-là, il se met d'accord avec le vendeur directement. Ensuite, nous, on va récupérer le dossier, on va avoir, on va dire, on va avoir un travail sur deux fronts. D'un côté, un travail juridique avec notre notaire qui va préparer les actes, donc il va signer ce qu'on appelle une PUV, promesse unilatérale de vente. Et de l'autre côté, nos analystes qui vont ouvrir une fenêtre sur l'espace personnel 570 ici et c'est qui va permettre donc à l'acquéreur de charger tout un ensemble de documents, puisque nous, de notre côté, on va monter un dossier. Ensuite, une fois que la PUV, la promesse unilatérale de vente, est signée entre l'acquéreur et le vendeur, ici, si jamais le financeur accepte de financer, eh bien, il va se substituer à l'acquéreur et il va acheter le bien. Il va signer ce qu'on appelle un acte authentique. C'est un document qu'on signe chez le notaire lorsqu'on devient propriétaire d'un bien. Donc, il y aura un transfert de propriété, il va devenir propriétaire du bien, le financeur. Ensuite, comme on l'a dit, on va signer un deuxième acte authentique. Et donc, là, à ce moment-là, le client final deviendra propriétaire, mais endetté d'une somme. Et on l'a dit, donc, il va pouvoir rembourser sur plusieurs mois. Qu'est-ce qu'on peut financer avec la Murabaha? Alors, la Murabaha, ça permet de financer beaucoup de choses en réalité. Mais nous, pour le moment, ce qu'on a réussi à développer, c'est la financement de la résidence principale, éventuellement d'une résidence secondaire, ou pourquoi pas d'un investissement locatif. Donc, bien sûr, avec des conditions à chaque fois particulières. Les grandes conditions, c'est que les biens que le bien ou plutôt les biens que nous ne finançons pas, ça va être les biens qui sont vendus par les bailleurs sociaux. Pourquoi? Parce que bah, les bailleurs sociaux sont obligés de vendre à des particuliers. Donc on l'a compris, là ici, il y aura pas, ce ne sera pas le cas. Dans un premier temps, c'est une entreprise qui va acheter le bien. Deuxième élément, le bien ne peut pas avoir moins de 5 ans. Il faut qu'il ait 5 ans ou plus. Donc les biens dits neufs, ça en fait pas. Les terrains nus non plus, on ne fait pas. Et les biens, et tout ce qui est construction également, ça en fait pas. Donc il faut que le bien soit construit, bâti, et qu'il ait 5 ans ou plus. Et qu'il ne soit pas vendu par un bailleur social. Pour ce qui est des conditions financières, on va dire qu'on a quatre grandes conditions. La première, il faut apporter 20% du montant du bien. Et ça comprend les frais de notaire. C'est-à-dire qu'on va piocher dans les 20% pour payer les frais de notaire. Admettons que j'ai un projet, voilà, je vais acheter un bien à 200 000 euros. Il faudra que j'apporte 40 000 euros. Sur les 40 000, il y a à peu près la moitié, ça va être des frais de notaire. Donc c'est compris dedans. Il y a à peu près 20 000 euros de frais de notaire. Donc on va piocher dans les 40 000 pour payer les frais de notaire. Et le reste constituera donc un apport, une partie du montant que je devrais rembourser. Autre condition, le financement que l'on va pouvoir faire, on l'a dit, on va pouvoir lisser sur plusieurs années. Le maximum, c'est 25 ans. Et il faut que la dernière année de remboursement, il faut que j'ai 65 ans au plus vieux. Il faut que j'ai 65 ans au plus vieux. Ensuite, il faut que la situation professionnelle soit stable. Par exemple, si on a affaire à une personne qui est salariée en CDI, donc il faut que ce soit un CDI, on ne prend pas en compte les CDD ni l'intérim. Il faut que le CDI, il faut qu'on ait dépassé la période d'essai et que l'on ait 6 mois d'ancienneté. Bon, en général, les périodes d'essai, c'est 3 ou 4 mois, donc bien souvent, on les dépasse. Donc 6 mois d'ancienneté. Pour les personnes qui sont auto-entrepreneurs, il nous faut 3 années. C'est un peu plus rigide. Il nous faut 3 années en fait d'activité. Il faut que ce soit 3 années plus ou moins, on va dire, similaires en termes de chiffres. C'est-à-dire, si j'ai fait la première année, je sais pas moi, 70 000 euros, la deuxième année 30 000 euros, la troisième année 70 000 euros, c'est problématique. Par contre, si j'ai fait 70, 70, 70, pas de problème. Enfin, et ça c'est une loi française, il ne faut pas oublier que la murabaha que l'on a aujourd'hui en France, qui est disponible en France, elle est encadrée par une instruction fiscale. Et en France, il ne faut pas oublier que donc on a un cadre juridique français. Et en France, peu importe le système de financement, sachez que vous n'avez pas le droit de vous endetter au-delà de 33 à 35% de vos ressources. Donc admettons que moi, Maxime, je gagne 3 000 euros par mois, eh bien je ne peux pas rembourser plus de 1 000 euros par mois. D'accord? Donc ça, c'est un cadre juridique français. Et c'est ça qui va venir limiter ma capacité de financement en définitive. Ok, comment ça se passe concrètement? Donc on va dire dans le process.
On va essayer de rentrer un peu plus en profondeur dans le process. Et bien là, ici, dans un premier temps, on va faire ce qu'on appelle un entretien découverte. On va faire ensemble ce qu'on appelle un audit patrimonial. Je vais vous poser toute une série de questions, ou le conseiller ou mes collègues vont vous poser toute une série de questions concernant votre situation personnelle, professionnelle et financière actuelle. Ensuite, dans un deuxième temps, on va passer dans ce qu'on appelle un comité risque. C'est-à-dire, chez nous, on a des analystes qui se réunissent 2 fois par semaine, une fois le mardi, une fois le jeudi. On leur soumet votre dossier. Si euh, le dossier est faisable, eh bien, ils vont vous remettre ce qu'on appelle un accord de financement de principe. On va vous remettre ce qu'on appelle un accord de financement de principe. C'est quoi ce document? Ben, c'est un document qui stipule et qui atteste que sur le principe, vous êtes solvable jusque, par exemple, 200 000 euros, admettons. Ensuite, vous cherchez le bien qui correspond à vos attentes. D'accord? Une fois que vous cherchez le bien qui correspond aux attentes et vous trouvez le bien, vous pouvez négocier directement avec le vendeur ou l'agent immobilier. Nous, en règle générale, on va intervenir à ce moment-là. Donc, bien sûr, bon, tout ce que je suis en train de vous dire là, on vous le réexpliquera en entretien individuel, mais nous, on va intervenir à ce moment-là. On va appeler l'agent immobilier et ou le vendeur et on va leur expliquer qu'est-ce que le système de financement que l'on propose. Bien sûr, là, on évitera de parler de Murabaha et on parlera encore moins de finance islamique, mais on utilisera d'autres termes donc, pour rassurer la partie vendresse. Ensuite, pour ce qui est, euh, pour ce qui est donc de l'accompagnement, donc nous, on va avoir un accompagnement de A à Z, hein. C'est-à-dire que si vous voulez, on va vous accompagner jusqu'au jour où vous allez devenir propriétaire du bien, hein. J'ai passé jusqu'au jour où vous allez devenir propriétaire du bien. Comme je disais, donc une fois que on aura récupéré le dossier, on va avoir 2 axes de travail. D'un côté, notre notaire qui va préparer les actes, donc la PUV, la promesse unilatérale de vente. D'accord? Et de l'autre côté, donc nos analystes qui vont collecter l'ensemble des documents dont on aura besoin pour monter un dossier. Ensuite, donc le dossier, si le dossier de financement est accepté, eh bien là, ici, vous allez donc rentrer dans le reste du process. Et en tout et pour tout, ça va durer 5 à 6 mois pour vous. Euh, le vendeur, lui, pour lui, ça va durer en tout et pour tout, on va dire environ, environ 4 mois. C'est un petit peu plus long que dans le conventionnel. D'ailleurs, c'est la seule chose qui change pour lui. Pour le vendeur, il n'y a rien qui change, hein, si ce n'est la durée. Chez nous, c'est un petit peu plus long. On est plutôt sur du 4 mois, 4 mois et 10 jours, pour qu'il lui ait vendu son bien. D'accord? Bon, vous n'êtes pas encore propriétaire, mais le vendeur lui aura vendu. Et donc, c'est la seule nuance que l'on a avec le conventionnel, c'est que chez nous, c'est un petit peu plus long. Sinon, pour le vendeur, bah, bien sûr, ça change rien. Et ensuite, donc, un mois plus tard, 2 semaines, 3 semaines, un mois, une semaine plus tard, vous devenez propriétaire à votre tour. Donc, ça dure en moyenne, en général, entre 5 et 6 mois, l'opération globale, totale. Donc, bien sûr, on va vous prévenir à quel moment il faut rendre votre préavis si vous êtes locataire. Voilà, si jamais il y a une vente en cascade parce que vous êtes déjà propriétaire, tout ça, bien sûr, c'est des choses que l'on maîtrise. Et ça pose pas de difficulté. Alors, qu'est-ce qui va donc attester que tout ça, c'est conforme au droit du commerce musulman? Bon, on a ce qu'on appelle un Sharia board. Sharia board, c'est un conseil de shura indépendant qui a une double compétence, qui a une compétence dans les sciences islamiques et dans la finance, et qui vont venir nous auditer, notamment avec Cheikh Mohamed Patel, Cheikh Rimi et Cheikh Oulsas. Donc, ils vont venir nous auditer et vérifier que l'ensemble de nos opérations, que ce soit pour le financement ou pour les produits de placement, euh, soient conformes au droit du commerce musulman. Ok. Maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est répondre à toutes vos questions. Parce qu'en règle générale, sur ce système de financement, on a pas mal de questions. Et donc, on va prendre le temps de répondre à toutes vos questions. Vous avez un onglet questions-réponses ou chat. Alors, si vous pouvez mettre vos questions dans questions et réponses, ce serait bien. Ça va me permettre ici de répondre une à une, Inch'Allah. Alors, euh, donc là, ici, on me pose la question, quelle est la différence entre le coût avec un financement Murabaha, donc la marge qui va être exercée dans un financement Murabaha et les intérêts dans un crédit immobilier conventionnel classique. La différence, comme je disais, c'est que c'est un petit peu plus cher, c'est vrai. Alors, c'est pas beaucoup plus cher. Souvent, on a eu cette pub-là, on disait, oui, c'est beaucoup, beaucoup plus cher. Non, souvent, les gens exagèrent. Non, c'est pas beaucoup, beaucoup plus cher. C'est plus cher, oui, mais c'est pas 100 000 euros de plus. D'accord? Mais c'est plus cher.
En termes de coût, bah, ça va dépendre. Ça va dépendre du montant du bien, ça dépend de la durée, ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais on va dire qu'en règle générale, on a un coût supérieur entre 10 et 30 000 euros de plus par rapport aux intérêts et l'assurance emprunteur. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que vous avez les intérêts, mais vous payez aussi l'assurance emprunteur, l'assurance des invalidités. C'est un coût. Donc si on compare d'un point de vue financier stricto sensu, je dis bien pas d'un point de vue financier, parce que d'un point de vue éthique, c'est complètement différent. Eh bien, effectivement, ici, c'est un petit peu plus cher. Si on devrait dire en termes de coût, on pourrait dire une fourchette entre 10 et 30 000 euros, peut-être, de plus. Le PTZ, le prêt à taux zéro, non. Malheureusement, il ne peut pas venir en complément de la Murabaha. Donc, on ne pourra pas euh, débloquer le levier PTZ pour le financement Murabaha. Pourquoi est-ce que la Murabaha est plus chère? Donc là, comme je disais, alors beaucoup plus cher, non. Comme je disais, c'est plus cher, oui, mais beaucoup plus cher, non. Plus cher, oui, donc je l'ai expliqué pourquoi. Parce que le risque est plus important. On a affaire à deux systèmes de financement qui sont peut-être complètement différents. Donc ça, je pense que je l'ai expliqué. Pour quelle raison est-ce que c'était plus cher? On l'a largement expliqué. Donc on a un système de financement qui est beaucoup plus risqué. Le bien peut être n'importe lequel. Alors non, le bien ne peut pas être n'importe lequel. Ici, comme je vous disais, il y a des restrictions. Donc comme les biens qui ont moins de 5 ans, les terrains nus, les travaux, etc., ça, on ne fait pas. Il faudra que le bien ait 5 ans ou plus, qu'il soit bâti. Et on ne fait pas non plus les biens qui sont vendus par les bailleurs sociaux. Euh, alors, si on rembourse pas, qu'est-ce qui se passe? Alors ça, c'est une question qui revient souvent. Qu'est-ce qui se passe? Alors, comme il n'y a pas d'assurance décès invalidité, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passe, c'est comme je disais, donc ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles la murabaha est plus chère. Parce que ici, la seule arme que l'on aura pour recouvrir la dette, bah, c'est la médiation, la conciliation. C'est la seule arme. Il y a rien d'autre. Il n'y a pas d'assurance emprunteur. On ne peut pas appeler l'assurance, allô, l'emprunteur est décédé, il faut nous rembourser. Ça, c'est pas possible. En règle générale, on va avoir deux types de défauts de paiement. Un défaut de paiement qui est temporaire et un défaut de paiement qui n'est pas temporaire. Défaut de paiement temporaire, on a eu le cas pendant le Covid, on a des personnes qui malheureusement ont perdu leur job et donc ils ont été licenciés ou autres. Eh bien, forcément, bah là, ici, les personnes n'arrivent plus à payer le financement Murabaha. Donc là, on les appelle en disant, allô, qu'est-ce qui se passe? Vous payez plus. Comment ça se fait? Donc là, ici, si c'est temporaire, bien souvent, donc là, ici, dans l'exemple, bah oui, désolé, mais j'ai perdu mon job, etc. Vous inquiétez pas, je vais en retrouver un. Ça va durer un mois ou deux. Quand on sait que c'est court, quand on sait que c'est temporaire, que ça va être très court, on va décaler les échéances. Mais on va les décaler d'une manière gratuite. Ça, c'est très important pour la conformité avec le droit du commerce musulman. La dette doit être fixe. Elle ne peut pas évoluer. Si on dit, voilà, je dois rembourser 1 000 euros par mois, et donc là, ce mois-ci, je ne peux pas payer, on va la décaler, mais maintenant, je vois plus 1 000, je vois 1 010, on tombe dans une forme d'usure. Vous vous souvenez? Une forme de riba qu'on appelle riba de douyoun. Ouais, certains l'appellent riba al-Qur'an ou encore riba al-Jahiliya. Donc là, ici, ça, c'est pas possible. Donc là, ce sera la même somme. On va la décaler, mais d'une manière gratuite. Tout au plus qu'on va pouvoir faire payer, c'est les relances. Parce que forcément, ça, c'est pas donc au financeur de payer les relances. Euh, il a fait une lettre recommandée, bah, c'est pas à lui de payer le coût de la lettre recommandée. D'accord? Mais rajouter de l'argent, une somme d'argent à la dette, ça, c'est pas possible. Défaut de paiement qui n'est pas temporaire, prenons l'exemple typique du décès. Bah, si décès il y a, c'est pareil, médiation, conciliation. Donc, vous étiez propriétaire du bien. Donc là, ici, il y a un transfert de propriété qui s'opère. euh, et donc, c'est vos héritiers qui deviennent donc propriétaires du bien. Donc là, on appelle les héritiers. Allô, les héritiers, bon, bah, toutes nos condoléances. Maintenant, vous êtes propriétaire du bien. Qu'est-ce que vous comptez faire? Donc là, si les héritiers disent, bah, nous, pas de problème, on va assurer la dette de notre défunt, on va continuer à payer les mensualités. Vous connaissez l'importance de payer la dette d'un défunt dans l'islam. Eh bien là, ici, pas de problème, ils prennent le relais. Pas de souci. Donc, ils prennent le relais et ça pose pas de problème. En revanche, s'ils ne peuvent pas, eh bien là, ici, on essaie de trouver une solution, et bien souvent, la solution qui est toute trouvée, bah, c'est de vendre le bien, tout simplement. Alors, on ne peut pas l'obliger, le client final, à vendre le bien, parce qu'il est propriétaire, d'accord? Mais, en règle générale, bon, d'un commun accord, on trouve le... Parce que, bon, bien sûr, il faut quand même rembourser cette dette. On trouve donc l'accord finalement, d'essayer de vendre ce bien. Et ensuite, bah, les héritiers repartent avec le restant. Admettons, je sais pas, moi, le bien est vendu 200 000 euros. D'accord? Il restait 100 000 euros à rembourser. Bah, les héritiers vont repartir avec 100 000 euros. Ils vont rembourser 100 000 euros de la dette et repartir avec 100 000 euros.
Les sources de financement, comme je disais, c'est de l'argent propre, c'est pas de l'argent de dette. Ça, c'est important. Aussi, c'est une question qui revient souvent. Alors, pour ce qui est de comment est-ce que le montant de la revente du financeur vers l'utilisateur final, vers le client final est calculé? Bah là, ici, si vous voulez, on peut ramener en réalité, j'ai envie de dire, peu importe, on peut le calculer en disant, voilà, c'est une somme fixe, c'est un forfait. Par exemple, je rajoute 30 000 euros sur chaque bien, ou non, bah, je vais utiliser un système de pourcentage, je vais rajouter 4%, 3%, 5%. En réalité définitive, peu importe. Au final, ce qui compte, c'est qu'on va vous dire, voilà, on va acheter le bien 100 000, on va vous le revendre 150 000, par exemple. On va acheter le bien 200 000, on va vous le revendre 230 000. On va acheter le bien 300 000, on va vous le revendre 400 000. Peu importe. En réalité, ce qui est important, c'est que la marge soit prédéfinie. C'est une des conditions pour que la murabaha soit correcte. Et donc, ça fait partie donc un peu aussi de ce qu'on évoquait en début de ce webinaire. Donc, parmi les conditions donc du droit du commerce musulman, il faut qu'il y ait une clarté totale. Il ne faut pas qu'il y ait de jahala, donc d'inconnu dans l'opération. Donc, on ne peut pas dire bah, je vais acheter le bien et puis bah, je vous le revends le prix que je vais vous revendre. Non, il faut vraiment que ce soit déterminé. Dire voilà, je vais l'acheter 200 000, je vais vous revendre 250 000, par exemple. Non, la vente aux enchères, malheureusement, ce ne sera pas possible. Pour la vente aux enchères, on ne pourra pas utiliser le financement Morabah. Est-ce qu'on peut monter un dossier? Alors oui, alors est-ce qu'on peut monter un dossier sans avoir les conditions nécessaires? Ce qu'on peut faire, c'est prendre rendez-vous, faire l'audit et vous dire voilà ce qui ne va pas pour pouvoir donc ici travailler sur l'amélioration de la situation et donc remplir toutes les conditions d'éligibilité. Et en même temps, on peut faire une étude, une estimation, une simulation pour voir bah, quelle serait votre capacité de financement maximum si vous remplissez les conditions. Donc ça, oui, bien sûr, prenez rendez-vous et surtout quand là, je vois que bon, dans l'exemple, vous disiez que la personne pose la question en disant voilà, j'ai un CDI de 4 mois d'ancienneté, 15% d'apport. Oui, là, on n'est pas loin de remplir les conditions. Donc on peut déjà prendre rendez-vous, faire l'audit et voir sur quel point on va pouvoir travailler et ensuite reprendre rendez-vous au moment où vous êtes prêt ou au moment où vous remplissez toutes les conditions d'éligibilité. Est-il possible d'investir à deux personnes pour un investissement locatif? La réponse est oui, c'est possible. Alors, quel est le taux d'acceptance des dossiers? Très bonne question. Nous, si vous voulez, on va passer par différents comités. On va d'abord un comité risque, après un comité IMO, avant d'envoyer le dossier. Donc, on va dire que si les personnes passent le comité risque et le comité IMO et que nos analystes, à chaque fois, valident le dossier et émettent un avis positif, on va dire qu'on va être autour de peut-être 95% de réussite. Le dernier chiffre connu, c'était 87,2. Le dernier chiffre que j'ai en tête. Comment ça se passe en cas de défaut en cas de retard de paiement? Ça, je l'ai dit. Alors, comment ça. Alors, salam alaikum, alaikum salam. À chaque fois, vous dites salam alaikum, donc alaikum salam à tout le monde. Si on travaille à l'étranger en CDI et qu'on habite en France, comment ça se passe? C'est possible. CDI à l'étranger en habitant en France, donc ce qu'on appelle souvent les frontaliers. Par exemple, frontalier en Suisse. Par exemple, je travaille en Suisse, mais j'habite en France, donc je suis frontalier. Ça, c'est possible, on finance, pas de problème. Alors, là, ici, j'ai deux questions qui se ressemblent. Qui est l'intermédiaire entre moi et le vendeur? Et avec quelle banque travaillez-vous pour le financement? Alors ici, effectivement, nous, lorsqu'on a développé la solution Murabaha, on est parti voir, bah, on peut dire toutes les banques de France et de Navarre en disant c'est génial, on peut faire de la Murabaha, on a une instruction fiscale, qu'est-ce qui nous suit? Et donc forcément, on a eu beaucoup de banques qui nous ont fermé les portes et on a eu certaines, alhamdoulilah, qui ont ouvert ce qu'on appelle une fenêtre éthique en disant voilà, on va vous allouer telle enveloppe, par exemple, je sais pas moi, 50 millions dans l'année pour faire de la Murabaha. Alors souvent, ça, c'est une remarque qui m'est faite. Oui, mais en définitive, vous travaillez avec des banques. Oui, ça pose pas de problème. On a le droit d'avoir une opération et une relation commerciale avec une entité qui elle-même ne pratique pas des opérations commerciales 100% halal. On le fait tous les jours. On va tous les jours à Auchan pour acheter, euh, on va toujours chez Auchan pour acheter une baguette de pain, alors qu'Auchan vend de l'alcool. Et ça pose pas de difficulté. On peut avoir une relation commerciale avec une entité, alors que celle-ci ne fait pas de opération commerciale à 100% halal. Comment on le sait? C'est pas l'objet de divergence, hein, et ijma', un consensus des fuqaha, des juristes. Comment est-ce qu'on sait ça? Bien parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, et les compagnons faisaient du commerce avec les juifs à leur époque. Et comme vous savez, les juifs pratiquaient l'usure.
Et pourtant, ça ne les empêchait pas d'avoir des opérations commerciales avec eux. Bonsoir, merci pour votre attention. De rien. La PUV me pose question au niveau éthique. C'est un engagement du futur propriétaire d'aller au bout de la démarche Murabaha et d'acheter le bien à la banque. Hmm. Alors non, justement, c'est justement pour ça qu'on doit, la forme d'engagement, ça va être une promesse et non pas un compromis de vente. Un compromis de vente, on a un engagement du vendeur et de l'acquéreur. La promesse de vente, on a juste un engagement du vendeur de vendre le bien si on remplit toutes les conditions. Et donc là, ici, on est dans un système de wa'd. C'est pas un aqd dans le sens contrat de vente dans le sens islamique, mais on est plutôt dans un wa'd, dans une promesse de vente. C'est-à-dire, je vous promets de vous vendre tel bien si vous remplissez toutes les conditions dans un acte futur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on signe un deuxième acte qui s'appelle l'acte authentique. Là, on a fait un acte authentique. Donc non, c'est pas un contrat de vente au regard du droit du commerce musulman, mais on a plutôt un système de wa'd, donc de promesse. D'ailleurs, le wa'd, chez beaucoup de fuqaha, chez beaucoup de juristes, c'est pas une obligation de remplir la promesse. Wa'd, c'est pas une obligation. C'est une recommandation pour beaucoup, mais c'est pas une obligation. Par exemple, si je promets, si je dis à mon voisin, voilà, bah, ma voiture, le jour où je vais la vendre, je te la vendrai, Inch'Allah. Je te promets de te la vendre, Inch'Allah, ou je te la vendrai, Inch'Allah. Si jamais je la vends à un cousin et je ne l'ai pas vendu au voisin, alors, pour beaucoup de fuqaha, je ne suis pas dans le péché, parce que c'était quelque chose qui est mustahab, recommandé de faire. Donc, al-wafa bil wa'd, comme on dit, le fait de respecter ma promesse. Pourquoi le comparatif du coup projet entre Murabaha et classique? Alors ça, j'ai pas eu tout. Apparemment, même vous me l'apprenez. Je savais pas qu'on avait un simulateur qui permettait de comparer Murabaha et classique. Après, parfois, alors ça c'est une information que je vais vous donner très importante, c'est que notre simulateur sur notre site, il est pas très précis. Pourquoi? Pour différentes raisons. Parce que si vous voulez, on travaille avec plusieurs entités et donc tout le monde n'a pas la même marge. Donc quelle marge on va mettre sur le site? On met la moins importante, mais tout le monde n'est pas éligible. On va mettre la plus importante, mais certains sont éligibles à une marge moins importante. Donc c'est compliqué. Donc prenez rendez-vous et on fait ensemble des simulations plus précises en fonction de la faisabilité et de l'éligibilité. Peut-on faire un achat en couple? La réponse est oui, bien sûr. Et si oui, c'est même oui, et même je vais vous dire oui, et c'est même peut-être même obligatoire. Parce que si vous êtes marié sous le régime de la communauté réduite aux acquis, ce qui en général, malheureusement, beaucoup sont mariés sous ce régime-là, ce qui n'est pas la bonne forme de mariage pour nous les musulmans. Nous, on se rapproche plus sur une forme de mariage, un régime matrimonial de séparation de biens. Normalement, on devrait faire un contrat de mariage. Mais bon, voilà, si vous avez le système de mariage classique par défaut, eh bien, de facto, quand vous achetez un bien immobilier, vous l'achetez avec votre époux ou épouse. Et comment se gère la limite d'âge de 65 ans? Bah, on prend le plus vieux des deux. Monsieur a 45 ans, madame a 35 ans. Bah là, on va dire, voilà, le financement, c'est sur 20 ans. On va prendre le plus vieux des deux. Pourquoi? Parce que lui, 45 ans, bah, on pourra financer sur 20 ans uniquement. Et donc, ça c'est la règle. Deux actes authentiques, donc deux fois les frais de notaire. Alors, c'est une très bonne question. C'est une question qui revient également souvent. Il faut savoir une chose, c'est que les premiers frais de notaire, ce sont des frais notaires réduits. À l'époque, Christine Lagarde a été très intelligente. Elle a dit, voilà, dans l'instruction fiscale, on a dit, voilà, la première opération, on va, euh, on va réduire le coût et on va avoir donc ce qu'on appelle les frais notaires réduits. Dans d'autres pays, comme la Malaisie, je sais qu'en Angleterre, ils ont fait ça aussi, ils ont même complètement supprimé ces frais-là. Bon, nous, on est sur juste les frais notaires réduits, qui représentent à peu près 2% du montant du bien. Et donc là, c'est pas le client final qui l'achète, hein, qui va les payer. C'est le financeur qui les paye. Ensuite, par contre, le client final va payer les frais de notaire, mais là, il va payer les frais de notaire plein et non pas sur le montant du bien, donc 200 000 euros, mais sur le montant plus la marge. Donc si le financeur l'achète 200 000 et revend 250 000, donc il va payer les frais de notaire plein, donc un peu plus de 8% de 250 000 euros. C'est pour ça que c'est un petit peu plus cher. Comment on mesure la marge? Bah, comme je l'ai dit, en fait, la marge est préétablie, elle vous est proposée. Après, libre à vous d'accepter ou de refuser. Donc ça, c'est comme tout commerce. On peut accepter, on dit, bah non, votre marge, ça ne me convient pas, comment on peut l'accepter? Alors, pour ce qui est de l'apport, ça, c'est très important. On me pose la question, est-ce que je peux emprunter un parent ou une famille? Pour ce qui est de l'apport, il faut savoir une chose, c'est que nous, on a une obligation.
de traçage de fonds. Et ça fait partie des conditions très importantes d'éligibilité. Il faut avoir une gestion des comptes saines et simples. C'est quoi une gestion des comptes saines? Saine, c'est-à-dire pas de découvert, pas de rejet, pas d'incident bancaire. C'est quoi une gestion des comptes simples? C'est éviter d'avoir trop de mouvements bancaires avec l'extérieur du foyer qu'on ne saurait justifier ou expliquer. Le problème, donc l'apport ici, il va falloir que je justifie. Très bien. Le problème, c'est que si je dis, voilà, c'est l'argent qui m'a été prêté. Donc nous, on va estimer que c'est de l'argent que vous allez devoir rendre sur 5 ans. Donc en règle générale, on recommande plutôt d'avoir un système de donation. Et voilà, vos parents vous donnent, je sais pas moi, 20 000 euros, 30 000 euros, etc. Donc il y a des montants, hein, qui sont possibles, enfin, au-delà duquel en deçà desquels on n'est pas imposable. C'est-à-dire, par exemple, un parent peut donner à son enfant jusque 100 000 euros tous les 15 ans. Au-delà, il est imposable, l'enfant, mais jusque 100 000 euros, ça passe. Donc on aura plus un système de donation. Donc bien sûr, on va vous aider à remplir le document CERFA de donation, etc. Il y a une démarche à faire, mais ça, c'est assez facile. Est-il possible d'effectuer un remboursement anticipé? Très bonne question. Oui, c'est possible d'effectuer un remboursement anticipé. Après, vous n'y gagnerez rien. C'est pas comme dans le conventionnel. Dans le conventionnel, parfois, quand on fait des remboursements anticipés, on est même pénalisé. Donc là, c'est pas le cas. La dette est fixe. Je dois rembourser, je sais pas moi, 100 000 euros. Il me reste à rembourser 100 000 euros. J'ai 100 000 euros sur mon compte bancaire. Bah, je peux très bien faire un remboursement anticipé de la totalité de la somme. Certains de nos partenaires vont demander la totalité, d'autres vont demander un tiers du restant dû. Je dois rembourser 100 000 euros, bah, ils vont demander de rembourser à minima un tiers, donc 33 000 euros dans mon exemple. Les questions auxquelles j'ai répondu, je les passe. Est-ce qu'il y a une obligation vraiment d'achat et que se passe-t-il en cas de désistement du futur propriétaire? Non, il n'y a pas d'obligation d'achat. On a deux types de murabaha. On a ce qu'on appelle la murabaha mulzam et murabaha ghayr mulzam. Murabaha mulzam, on va obliger le client final à acheter. La murabaha ghayr mulzam, on n'oblige pas le client final à acheter. Sur la première type de murabaha, il y a une divergence de point de vue. Il y a une partie des fuqaha, on va dire même une partie des fuqaha non négligeable, qui dit que c'est pas halal. Nous, alhamdulillah rabbil alamin, c'est une murabaha ghayr mulzam. Où là, ici, on ne va pas obliger le client final à acheter. Est-ce que, euh, est-ce que, qu'est-ce qui va se passer en cas de désistement du futur propriétaire? Eh bien, ici, il va devoir payer ce qu'on appelle hamish el-jeddiya. C'est une somme d'argent euh, qu'il va devoir payer donc pour compenser la perte qu'aura eu le financeur. Ça, bien sûr, ça fait partie aussi donc, des règles de la murabaha, telle qu'elle a été élaborée par la Wi-Fi, et c'est bien sûr conforme au droit du commerce musulman. Euh, Quand je dis que c'est conforme au droit du commerce musulman, bien sûr, je parle aujourd'hui, on va dire de la très, 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 très grande majorité, d'accord? Que sont le Majma' al-Fiqh al-Islami, donc l'Académie de fiqh de Jeddah, que sont la Wi-Fi. La Wi-Fi, c'est la plus grande organisation mondiale de la finance islamique, ils sont basés au Bahreïn, c'est des gens ultra compétents, ou que sont les chouyours, même contemporains, Cheikh Khatlan ou autres. Donc, il y aura quand même ce qu'on appelle Hamish el-Jidya, donc une petite compensation à payer en cas de désistement. Parce qu'il y aura forcément une perte pour le financeur et donc une perte à compenser en partie. Pour l'auto-entrepreneur, comme je disais, donc il faut trois ans d'ancienneté. Donc si l'époux, par exemple, est auto-entrepreneur depuis 1 an et l'épouse a un CDI depuis plus de 6 mois, eh bien on va prendre en compte que les salaires de l'épouse. Donc ça va limiter la capacité de financement. Donc, si du couple, il n'y en a qu'un seul qui travaille, ben, on prend en compte que ses ressources à lui. Peut-on acheter au Maghreb? Alors, chez nous, on a chez 570 Easy, en réalité, on fait partie du groupe Connais Cap Finance et on a 3 branches. Et oui, on a une de nos branches maintenant qui propose d'acheter avec la Murabaha des biens au Maroc et aux Émirats. Non, il n'y a pas d'assurance emprunteur dans le financement Murabaha. Pourquoi? Parce que c'est pas conforme au droit du commerce musulman. Condition pour les étrangers résidant en France, ça fonctionne. Je suis étranger, résident en France, je peux acheter avec le financement Murabaha. Non, les deux frais notaires sont pas réduits. Les premiers frais notaires sont réduits, sont à la charge du financeur. Les deuxième frais notaires sont pas réduits, sont pleins et sont à la charge du client final. Une fois qu'on est propriétaire du bien, oui, on va pouvoir louer le bien, le prêter. On est propriétaire, vous avez pleine propriété du bien. Donc, vous pouvez effectivement louer le bien. Le montant du remboursement.
le montant du bien qui va vous être vendu, ça, il est déterminé en avance. Et la durée, elle est déterminée aussi en avance. Donc, si vous devez rembourser, par exemple, je sais pas moi, 250 000 euros, donc le financier a acheté 200 000, vous revend 250 000, sur 20 ans, bah, on va venir simplement échelonner et lisser donc, ce remboursement. Et donc, tous les mois, vous paierez une partie. Ah, ça, c'est une bonne question. Et qu'est-ce qui se passe si besoin de céder le bien pour une raison ou pour une autre avant la fin de remboursement? Bah, vous pouvez revendre le bien, vous avez le droit, mais il va falloir, on va voir ce qu'on appelle l'inscription au privilège vendeur, c'est-à-dire que, admettons, mon bien, je le vends 300 000 euros, il me reste 200 000 euros à rembourser, bah, automatiquement, le notaire va rembourser le financeur, donc le vendeur, c'est-à-dire le financeur, et moi, je repartirai avec 100 000 euros. Oui, c'est possible. Mais c'est possible que si et seulement si le montant de la vente du bien couvre le restant dû, que je dois à moi. Ce qui est logique. Possibilité de rachat de crédit, non. Fais pas de rachat de crédit. Pourquoi? Parce qu'on va tomber dans une forme d'interdit qu'on appelle masalat el-ina. Et donc, on ne peut pas faire de rachat de crédit. Comment ça se passe pour l'investissement locatif? Bah, comme j'ai expliqué, en fait, on sera sur les mêmes conditions. Donc, 20% pour l'apport, situation professionnelle stable, etc. Et donc, derrière, bah, on fait un investissement locatif. Donc, vous devenez propriétaire du bien et derrière, vous le louez. Vous êtes propriétaire, donc vous louez le bien. Donc, vous récupérez et vous touchez les loyers mensuels. Alors, ici, le, ici, comment, il y a une question, comment peut-on répondre à certains arguments, certaines personnes qui disent que le taux ne dépasse pas l'inflation, donc c'est pas forcément de l'usure, car dans le Coran, il est écrit Adraf Mudarafa, euh, et, euh, et donc la personne explique que si jamais je prête de l'argent aujourd'hui, par exemple, je prête 1 000 euros aujourd'hui, d'accord, et euh, si je redemande simplement que 1 010 euros, par exemple, dans un an, on va estimer que c'est logique puisque bah, il y a l'inflation. Donc mes 1 000 euros d'aujourd'hui vont plus avoir les mêmes 1 000 euros dans un an. Donc c'est normal que je rajoute un petit peu. Et l'essentiel, c'est que ce soit pas un rajout qui soit excessif. Alors, à ces personnes-là, on va répondre une chose très simple. On va dire, OK, admettons. Vous savez, ça, c'est usuliyun. Donc, dans l'usul, on fait ça. Dans les fondements des droits musulmans, on fait ça. On dit, OK, admettons que tu as raison. Admettons que ce soit possible. Mais ici, on l'a dit, dans un prêt classique, il n'y a pas cette forme d'interdit seulement. Il n'y a pas que riba fadl et riba nasiya. On a dit qu'il y a aussi riba douyoun. Et ça, c'est interdit bil ijma'. Certains disent que c'est, donc, certains l'appellent même riba al-Qur'an, ce qui disent que donc c'est la forme de riba qui était prohibée par le Qur'an. Et c'est le fait, en fait, de rajouter si jamais j'arrive pas à payer les échéances. Donc, une échéance, j'arrive pas à payer un mois, il va me dire, OK, on décale, mais on rajoute. Ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit. Ils peuvent retourner le problème dans tous les sens. C'est interdit bil ijma'. Dans le consensus des fuqaha. Donc, il n'y a pas qu'une forme ou deux formes d'interdit dans un prêt classique. On l'a dit, il y a quatre formes d'interdit. Donc, c'est à ça, c'est ce qu'on va répondre à ces gens-là. En disant, dans tous les cas, le problème pour les retourner dans tous les sens, il y a même l'assurance emprunteur, etc., qui est interdit également. Il y a plusieurs formes d'interdit, en fait, dans le contrat. Et une seule forme d'interdit nous suffit pour dire que le contrat n'est pas valide et que la personne, donc, commet un péché. Euh, j'ai dit les fonds, donc d'où viennent les fonds? Les fonds, c'est des fonds propres. L'apport de 20%, c'est pas négociable. Il faut forcément un apport de 20%. On essaie de travailler, que l'apport soit moins important. Faut savoir une chose, c'est qu'au tout départ, la première opération Murabaha que l'on a faite, il fallait apporter la moitié de la valeur du bien, 50%. Alhamdoulilah, aujourd'hui, on est arrivé à 20. Et Inch'Allah, peut-être dans un an ou deux, on sera à 15. On a été à 15 à un moment, mais on est repassé à 20 pour des raisons de crise que l'on a connues. Pendant combien de temps le bien reste à mon nom? Le bien est à votre nom, directement. Vous devenez propriétaire du bien. Oups. Vous devenez propriétaire du bien. C'est-à-dire que vous devenez propriétaire du bien, d'accord? Mais endetté d'une somme. Vous êtes propriétaire dès le départ. Le fait de rembourser sur plusieurs années ne rentre pas dans le cas de riba nasi'a. Non, riba nasi'a, comme je vous ai expliqué, en fait, c'est le fait de euh, 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 devoir rembourser sur plusieurs années une vente d'argent. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est vendre de l'argent. J'ai de l'argent, je le vends, donc je demande plus d'argent, mais sur une durée. D'accord? En revanche, je vends un bien.
je vous vends, je sais pas moi, un téléphone, une maison, peu importe, et je vous dis, voilà, vous pouvez me payer sur 10 mois, ça pose pas de difficulté. Ça pose absolument aucun problème. Ça, c'est pas. Je vous dis, voilà, je vous vends mon téléphone 1000 euros tout de suite ou 1000 euros sur 10 mois, vous me payez 100 euros, ça pose pas de difficulté. Ils disent même, Bil Ijma aussi, le consensus, il a été rapporté le consensus, qui dit même qu'on peut même rajouter. C'est, voilà, je dis, c'est 1000 euros tout de suite mon portable ou 1200 euros sur 12 mois. Pourquoi? Parce que les 1000 euros d'aujourd'hui, ce ne sera pas les mêmes 1000 euros dans un an. D'accord? Et en plus, parce que moi, en tant que commerçant, ça va être compliqué pour moi de me réapprovisionner en stock. Donc, je vais avoir finalement une difficulté supplémentaire, donc je vais le compenser en vous demandant plus. Ça, c'est possible. Ça pose pas de difficulté. Ok, donc je pense que j'ai répondu à pas mal de questions, Inch'Allah. Il y en a encore pas mal, je vais en prendre compte deux, trois. Et puis après, pour ceux qui sont intéressés, je vais vous mettre tout de suite le lien, donc là, ici, de mon agenda. Et donc, vous allez pouvoir reprendre rendez-vous quand vous le voulez depuis mon agenda. Je vous ai mis un lien dans le chat pour ceux qui veulent reprendre rendez-vous. Ils prennent rendez-vous, prenez rendez-vous depuis mon agenda, hein. Et puis, on en discutera, Inch'Allah, pour ceux à qui j'ai pas eu le temps de répondre aux questions. On me demande si on est une banque dans le sens où, parce qu'on peut avoir un compte courant, donc nous on ne propose pas de compte courant. Maintenant, alhamdoulilah, il y a d'autres institutions qui proposent ça. Ça a commencé à voir le jour ces derniers temps. Le plus ancien, c'est Mizen. Vous avez aussi Muscapay et Lemon qui font ça. Le transfert de propriété, comme je dis, c'est dès le départ. Non, le simulateur en ligne n'est pas tout à fait fiable, comme je disais, donc prenez rendez-vous pour qu'on puisse faire une simulation. Voilà. Je pense que j'ai répondu à la plupart des questions. Après, je vois qu'il y a beaucoup de questions qui se répètent, donc j'ai répondu. J'imagine que la plupart d'entre vous ont eu les réponses à leurs questions. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Comme je disais, donc prenez rendez-vous, Inch'Allah, et on fera un point plus, euh, peut-être plus détaillé et personnalisé dans un entretien découverte. À très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.